Merci beaucoup Hélène, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, pour entrer dans les coulisses de l'Académie française, je vous propose qu'on y entre par quelques citations d'auteurs ou de personnalités qui ont parlé de l'Académie française. Alors voici une citation d'un membre de l'Académie française à sa création au XVIIe siècle qui écrit « Le fauteuil académique est un lit de repos où le bel esprit sommeille ». Au XIXe siècle, Gustave Flaubert, grand romancier, écrit « Académie française, la dénigrer, mais tâchez d'en faire partie, si l'on peut ». Toujours au XIXe siècle, le grand Victor Hugo écrit « L'Académie française est le chef-d'œuvre de la puérilité sénile ». Tristan Bernard, journaliste, romancier, dramaturge du XIXe-XXe siècle, écrit « J'aime mieux être de ces écrivains dont on se demande pourquoi ils ne sont pas de l'Académie qu'un de ceux dont on se demande pourquoi ils en sont ». Et enfin, Georges Clemenceau, au XXe siècle, dit « Donnez-moi 40 trous du cul et je vous fais une Académie française ». Alors, vous voyez que l'Académie française n'a pas forcément bonne réputation, y compris chez les auteurs, y compris chez les personnalités en vue. En fait, elle est décriée, on le voit, autant que recherchée. On lui reproche souvent d'être vaine, c'est-à-dire qu'elle ne sert pas à grand-chose. On lui reproche aussi souvent le choix de ses membres qui ne sont pas des auteurs connus, voire pour certains pas des auteurs du tout. On lui reproche également la vieillesse de ses membres et la lenteur de son travail. Quant au grand public, dont nous sommes, il se demande souvent qu'est-ce que c'est que cette académie qui lui paraît souvent très prestigieuse, mais finalement le grand public se demande un petit peu ce qu'on fait dans cette académie. Alors c'est pour ça que nous allons partir aujourd'hui à la découverte de cette Académie française. Je vous propose de franchir les portes de cette institution à la découverte à la fois de son histoire, de son rôle, de ses membres et des codes qui la régissent. Alors, l'Académie française, elle a été créée au XVIIe siècle. Le début du XVIIe siècle est marqué par les salons en France. Alors, les salons, ce sera d'ailleurs l'objet, on en reparlera tout à l'heure de ma prochaine conférence. Ces salons sont tenus par des femmes et dans ces salons se développe l'art très français de la conversation. On essaie d'y élaborer une langue pure, on essaie d'utiliser une langue plus pure dans ces salons et dans ces salons tenus par des femmes, notamment par la marquise de Rambouillet, viennent des hommes de lettres et notamment un certain Malherbe qui parle beaucoup de réformer la langue. Alors, à la mort de Malherbe, ses compagnons vont se trouver un petit peu esselés et vont essayer de recréer une sorte de compagnie où on pourra parler de la langue française et parler de la manière d'améliorer cette langue française. C'est le secrétaire du roi qui s'appelle Valentin Conrart. Alors, chez lui, on célèbre des après-dîners, c'est-à-dire qu'on se réunit. Certains convives lisent leurs poèmes, on parle aussi de la langue et on parle également des derniers ouvrages qui sont sortis, on commente les derniers ouvrages qui sont sortis. Alors, cette petite compagnie est censée être secrète, mais un jour, l'un d'entre eux s'en ouvre à un de ses amis qui demande à assister à une séance chez Vincent Conrart. Il est accepté, mais il rompt le secret, il en parle à un autre ami, qui en parle à un autre ami, et par le bouche à oreille, l'existence de cette compagnie de lettrés arrive aux oreilles du cardinal de Richelieu. Le cardinal de Richelieu est très intéressé par une réforme de la langue française, car il y voit un intérêt politique. Il va donc faire savoir à ces hommes qui se réunissent pour parler de la langue qu'il aimerait bien qu'ils continuent à se réunir, mais cette fois-ci sous une autorité publique, sous sa propre autorité. Alors Conrart et ses camarades ne sont pas tout à fait d'accord
pour accepter la proposition de Richelieu. D'abord, certains n'aiment pas particulièrement le cardinal, et puis surtout, ils ont peur que si cela devient un petit peu officiel, eh bien, les réunions perdent de leur convivialité, et dans un premier temps, ils pensent à refuser. Pourtant, ils se disent que c'est dangereux de refuser cette proposition du cardinal de Richelieu. En effet, leur réunion risque de paraître suspecte, voire d'être interdite. Et puis, il y a un autre problème. Conrart va se marier. Et donc, la petite compagnie risque de perdre le lieu où elle se réunit et a besoin donc d'un autre lieu de réunion. Finalement, la proposition du cardinal de Richelieu est acceptée et en 1635, l'Académie française est créée. Alors, revenons quelques instants sur ce mot d'académie. Académie, c'est un mot qui vient de l'italien, academia, qui vient lui-même du latin, academia, qui vient lui-même du grec. Alors, en grec, academia signifie très exactement le jardin d'Académos. Ce jardin d'Académos, c'est le lieu où se réunissait Platon. C'est là où il enseignait à ses disciples. Du coup, le mot académie a désigné au départ cette école de Platon. Et puis, le sens s'est élargi. L'académie a désigné tout un lieu de réunion de lettrés et à la fois ces lettrés et le lieu dans lequel ces lettrés se réunissaient. Alors, lorsque le cardinal de Richelieu fonde cette académie française, je vous l'ai dit, en 1634, et les lettres patentes qui vont donner naissance à l'Académie française sont publiées en 1635, eh bien, il va laisser beaucoup de liberté à l'Académie française. Ce sera à l'Académie française de fixer ses propres règles. La seule règle qu'il impose, c'est le nombre de membres, 40 membres. Et alors qu'on attendait de lui qu'il dote l'Académie d'un lieu de réunion, eh bien, il n'en fait rien et les académiciens sont obligés de se déplacer, de se réunir pendant 10 ans les uns chez les autres avant qu'on leur donne un lieu de réunion. En revanche, Richelieu va donner, alors attention à certains d'entre eux seulement, des donations, des pensions. Cette académie est sous le pouvoir, si je puis dire, de son protecteur. Personne, dit l'article 1 de l'Académie française, ne peut être reçu à l'Académie française qui ne soit agréable à Monseigneur son protecteur. Donc évidemment, au départ, le protecteur, c'est Richelieu, mais ensuite, le protecteur, eh bien, ce sera le roi, le président de la République, etc. Et donc, c'est un rapport, on le verra, très fort au pouvoir qui lie l'Académie française. Toutefois, Richelieu laisse donc beaucoup d'indépendance à l'Académie française. L'indépendance est le premier principe qui régit cette académie. Le deuxième, c'est l'égalité entre ses membres, et nous aurons l'occasion d'y revenir. Le secrétaire perpétuel de cette académie sera jusqu'à sa mort Conrart, qu'on a vu tout à l'heure. Alors, après l'Académie française, d'autres académies seront créées. Quelques années plus tard, ce sera l'Académie de peinture, l'Académie royale de peinture et de sculpture qui sera créée par Mazarin en 1648. Puis viendra l'Académie royale des inscriptions, créée cette fois-ci par Colbert en 1663. Et enfin, l'Académie des sciences, qui sera également créée par Colbert en 1666. Donc, cette Académie française, c'est la première, mais elle fait des petits. Intéressons-nous maintenant au rôle et aux missions de l'Académie française. Alors, pour comprendre les missions de l'Académie française, il faut se replacer dans le contexte de ce qu'est la langue française au XVIIe siècle. La langue française est en pleine évolution. Elle est encore très fluctuante sur certains points. Pour vous donner quelques exemples, le genre des mots n'est pas encore toujours fixé. Un mot peut être tantôt masculin, tantôt féminin. De même, un verbe peut changer de groupe. Et la prononciation également est assez variable, donc il va falloir établir une unité. Malherbe et d'autres grammairiens, d'autres lettrés ont cette ambition d'unifier la langue pour en faire une langue française moyenne. Moyenne, c'est-à-dire qui soit compréhensible par tous les Français, mais qui soit également compréhensible par les Européens. En effet, le français connaît beaucoup de succès au XVIIe siècle en Europe.
Alors Richelieu, évidemment, voit dans cette unification de la langue française une opportunité politique, aussi bien sur le plan de la politique interne que sur le plan de la politique externe, le rayonnement diplomatique de la France à travers la langue française. C'est l'article 24 de l'Académie française qui va fixer la principale mission de cette académie. La principale fonction de l'académie sera de travailler avec tout le soin et toute la diligence possible à donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences. Alors pour cela, l'Académie française doit se doter de 4 outils. Un dictionnaire, une grammaire, une rhétorique et une poétique. Alors, en réalité, seul le dictionnaire sera en effet réalisé par l'Académie française et tous les autres ouvrages, grammaire, rhétorique, poétique, seront rédigés en marge de l'Académie française. Donc, les académiciens, leur première mission, c'est de se réunir régulièrement pour pouvoir faire un dictionnaire. Alors, la première édition du dictionnaire de l'Académie française date de 1694. Donc, il s'agit, pour ce premier dictionnaire, d'informer les gens sur la nature grammaticale des mots, sur leur prononciation, sur leur signification, bien sûr, et aussi sur leur niveau de langue. Alors, au XVIIe siècle, les débats sur l'orthographe sont tout aussi vifs qu'aujourd'hui et l'Académie doit aussi trancher dans ce premier dictionnaire en matière d'orthographe. Alors, même si elle va rester relativement fidèle à l'étymologie, elle va tout de même apporter des nouveautés, des règles au niveau de l'orthographe. Elle va notamment, dans son premier dictionnaire, distinguer le I et le J qui n'étaient pas distingués avant, de la même manière pour les lettres U et les lettres V. Elle va essayer aussi de restreindre l'usage du Y. Beaucoup de mots vont perdre leur Y. Et puis, elle va introduire l'usage des accents, accents graves, accents aigus, qui jusque-là n'étaient pas très, très utilisés. Voilà, et il s'agit pas simplement de classer les mots dans ce dictionnaire, mais aussi de choisir quels mots ont le droit d'entrer dans ce dictionnaire de l'Académie française. Pour cela, enlever, on va dire, les mots qui sont un petit peu trop familiers, un petit peu trop populaires. On va également enlever les mots qui sont offensants ou bien encore les mots qui sont trop vieux. Donc, il y a un vrai choix qui est opéré. Les académiciens, comme La Fontaine, Corneille ou Racine, vont participer avec plus ou moins de bonne volonté d'ailleurs à la création de ce dictionnaire. Alors, ce dictionnaire, cette première édition, elle comprend 18 000 mots. 18 000 mots avec, je vous l'ai dit, ce souci de faire une orthographe fondée quand même à la fois sur l'étymologie, mais à la fois aussi sur la prononciation. Alors, sur cette diapositive, vous voyez qu'il y a eu plusieurs éditions du dictionnaire. Donc, nous, on a vu la première, celle de 1694. Il y en a une en 1718, une en 1742, une en 1762, une en 1798, 1835 pour la 6e, 1878 pour la 7e édition, 1935 pour la 8e édition. Et aujourd'hui, depuis 1986, nous en sommes à la 9e édition. Mais attention, cette 9e édition, elle n'est pas encore complète. Le 3e tome est sorti en 2011. Il s'arrête à la lettre Q. On y reviendra sur cette 9e édition. Alors, je vais vous parler très rapidement des particularités de ces éditions. Alors, les premières éditions, les éditions 3 et 4, par exemple, vont modifier près de 8000 graphies. Donc, ce sont essentiellement des modifications orthographiques avec notamment l'ajout des accents. La 5e édition de 1798, post-révolutionnaire, est très particulière.
En effet, après la Révolution, les académiciens se sont sentis obligés de faire entrer des mots révolutionnaires, tels que sans culotte, par exemple. Mais ces mots ne sont pas entrés directement dans le dictionnaire. En réalité, ils sont rentrés dans une annexe, donc qui fait suite au dictionnaire. Il y a 300 à 400 mots révolutionnaires qui constituent cette annexe à la 5e édition du dictionnaire de l'Académie française. Et ces mots, s'ils ne sont pas dans le dictionnaire, c'est que l'Académie française n'en préconise pas l'usage. Mais ils sont là, ils existent et elle les fait quand même apparaître. En 1835, mais aussi dans les éditions de 1878 et 1935, on va avoir un certain retour à l'orthographe étymologique. On va rectifier aussi certains mots et puis on va avoir une augmentation des soudures. En fait, des mots composés vont se souder pour ne devenir qu'un seul mot, par exemple. L'édition de 1835 aussi, la 6e édition, est intéressante parce que c'est elle qui modifie l'orthographe de la conjugaison de l'imparfait. Peut-être savez-vous qu'autrefois, l'imparfait, la terminaison de l'imparfait, c'était OI et pas AI. Et c'est en 1835 que l'Académie française modifie cette terminaison de la conjugaison de l'imparfait. Alors, au fur et à mesure des éditions, le vocabulaire scientifique et technique va entrer dans le dictionnaire et c'est pour ça qu'en fait, il va avoir de plus en plus de mots. Par exemple, la 8e édition, c'est 35 000 mots. Ça veut dire qu'elle a pratiquement doublé le nombre de mots par rapport à la première édition. Je reviendrai tout à l'heure sur la dernière édition de l'Académie française quand on s'intéressera à l'Académie française aujourd'hui. Je vous propose qu'on continue par voir un petit peu comment est organisée l'Académie française. Alors, l'Académie française, je vous l'ai dit, elle est composée de 40 membres, dont un secrétaire perpétuel. Alors, le secrétaire perpétuel, eh bien, il représente l'Académie française dans les cérémonies officielles. Lorsqu'on est académicien, on est académicien à vie. Quand on est académicien, on se réunit, notamment pour parler du dictionnaire. De 1816 à 1910, les académiciens se réunissaient 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi. Et depuis 1910, ils ne se réunissent qu'une fois par semaine, le jeudi. Alors, ces séances de l'Académie française, nous ne pouvons pas en avoir connaissance. Elles se déroulent en effet à huis clos, sur un ordre du jour qui est établi chaque semaine par le secrétaire perpétuel. Elles se déroulent donc le jeudi à 15 h en privé. Alors en privé, il y a une petite exception. En effet, les chefs d'État étrangers en visite en France ont le droit, s'ils le désirent, de demander à assister à ces séances de l'Académie française. Lorsqu'un académicien meurt, eh bien, on dit que son fauteuil, je reviendrai aussi sur cette notion de fauteuil, son fauteuil est vacant et après, évidemment, une période où on respecte le deuil, une période de plusieurs mois, eh bien, on remplace cet académicien. Alors, pour cela, eh bien, il faut écrire une lettre au secrétaire perpétuel pour demander à entrer à l'Académie française. En effet, contrairement à la Légion d'honneur, par exemple, qui ne se demande pas, on demande à entrer à l'Académie française. Et la tradition veut, mais dès le XVIIe siècle, elle n'a pas toujours été respectée, cette tradition. La tradition veut que celui qui souhaite être académicien fasse des visites aux académiciens déjà en place. Alors évidemment, tous ne l'ont pas fait. Le vote pour rentrer à l'Académie française se déroule de la manière suivante, c'est un vote secret, un scrutin direct et un candidat, pour qu'il soit élu, doit recueillir la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié des voix exprimées plus une. Et dernier point, pour que le vote soit validé, il faut qu'un quorum de 20 académiciens soit présent. Alors, 20 académiciens, c'est la moitié normalement de l'Académie française, mais nous verrons que dans certaines périodes de l'histoire, le quorum a pu, pour certaines raisons, avoir du mal à être atteint.
Lorsque un académicien est élu, il n'est pas encore académicien. Il faut d'abord que son élection soit agréée par le protecteur. Donc Richelieu au départ, puis le roi, puis les présidents de la République. Et pour cela, c'est très simple. Le protecteur reçoit en audience celui qui a été élu académicien et à partir de ce moment-là, c'est officiel, il est académicien. Alors, je vous propose qu'on parcourt un petit peu l'histoire du XVIIe siècle jusqu'à nos jours pour essayer de voir un petit peu quels sont les faits qui ont marqué l'histoire de l'Académie française. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de tout passer en revue, mais il y a quand même des événements historiques qui ont fortement influencé l'Académie française et surtout le gouvernement politique, hein, et on sait à quel point il a changé depuis le XVIIe siècle, va jouer un rôle crucial dans l'Académie française, puisque l'Académie française, vous l'avez vu, est très liée à son protecteur et en même temps, elle va devoir aussi affirmer son indépendance. Et on verra à quel moment de l'histoire il a été pour elle particulièrement difficile et en même temps particulièrement important d'affirmer cette indépendance. Alors, on commence au XVIIe siècle et au XVIIe siècle, donc c'est une académie qui va grandir au rythme des querelles. La première querelle auquel elle est confrontée, c'est la querelle du Cid qui a lieu entre 1637 et 1638, hein, donc l'Académie française est toute jeune. La querelle du Cid, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le Cid, hein, comme vous le savez sans doute, c'est une pièce de Corneille qui a rencontré dès sa création un très vif succès auprès du public. Mais au XVIIe siècle, comme aujourd'hui, lorsqu'on a du succès, eh bien, cela suscite également des jalousies. Et il y a eu tout un tas d'auteurs qui ont critiqué Corneille, qui ont critiqué sa pièce Le Cid, notamment Scudéry a beaucoup critiqué cette pièce. Alors, qu'est-ce que lui reproche Scudéry notamment? Eh bien, il reproche au Cid son trop grand nombre d'actions et son invraisemblance. On a également reproché au Cid son manque d'unité. Alors, en effet, une règle au XVIIe siècle est en train de se mettre en place au théâtre, c'est ce qu'on appelle la règle des 3 unités. Il faut qu'une pièce de théâtre se déroule, l'intrigue d'une pièce de théâtre se déroule sur 24 heures, c'est l'unité de temps. L'intrigue se déroule en un seul lieu, c'est l'unité de lieu, et l'intrigue doit être unique, elle ne doit pas partir dans tous les sens, c'est ce qu'on appelle l'unité d'action. Or, le Cid de Corneille ne répond pas du tout à ces 3 unités. On a même accusé le Cid de Corneille d'immoralité. Alors, pour que vous compreniez bien, je vous rappelle très rapidement de quoi parle cette pièce. Rodrigue, qui est le Cid, et Chimène sont amoureux, doivent se marier, mais Rodrigue va tuer le père de Chimène. Et à la fin de la pièce, Chimène est encore amoureuse de Rodrigue qui a tué son père et est plutôt d'accord pour l'épouser. Richelieu décide que l'Académie française tranche dans cette querelle du Cid. Alors il va demander à l'Académie française d'écrire les sentiments de l'Académie française sur le Cid. Alors l'Académie française produit un texte qui est quand même assez mitigé. Elle va donner raison à Scudéry sur certains points, et effectivement, le non-respect des règles, on ne peut pas aller contre, mais l'Académie française va rejeter l'accusation de plagiat, et surtout, c'est très important, l'Académie française exprime le fait qu'elle est sensible au charme de la pièce, et finalement, il s'avère que si le public est conquis, eh bien, cela suffise pour donner raison à la pièce selon l'Académie française. Voilà donc la première querelle auquel elle est confrontée. Deuxième scandale, le scandale du dictionnaire de Furetière. Alors Furetière, c'est un académicien qui va produire son propre dictionnaire alors que Louis XIV, en 1674, a donné à l'Académie française le privilège de publier le dictionnaire. Furetière va faire quand même de son côté paraître un dictionnaire et bien sûr, il est accusé par les autres académiciens d'avoir volé des feuilles du dictionnaire en préparation ou des feuilles du dictionnaire même qui étaient déjà imprimées. Évidemment, Furetière nie tout en bloc
Et l'Académie va prendre une décision exceptionnelle, radicale, celle d'exclure Furetière. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on est académicien à vie. Il n'est pas prévu dans l'Académie française de procédure d'exclusion. Et par conséquent, eh bien, on va faire cette chose exceptionnelle, mais cette exclusion n'aura pas lieu parce qu'elle tarde à se mettre en œuvre et Furetière meurt avant que son exclusion ait pu être prononcée. Dernière querelle qui éclate, et qui éclate cette fois-ci au sein de l'Académie française, c'est ce qu'on appelle la querelle des anciens et des modernes. Alors, les anciens et les modernes, ce ne sont pas les vieux et les jeunes. Les anciens, menés par Boileau notamment, ce sont les partisans des auteurs de l'Antiquité. Ils défendent l'idée qu'on n'a jamais rien fait de mieux en littérature depuis l'Antiquité et qu'il faut continuer à imiter les auteurs antiques. Au contraire, les modernes, menés par Charles Perrault, l'auteur des Contes, trouvent que le XVIIe siècle, c'est ce qui se fait de mieux en matière de politique, en matière d'économie, en matière de littérature. Le XVIIe siècle, c'est parfait. Et par conséquent, eh bien, les auteurs du XVIIe siècle sont invités à créer une littérature moderne, une littérature qui prend ses distances avec l'Antiquité et qui s'ancre vraiment dans ce XVIIe siècle. Alors, ça, ce sont pour les querelles, mais au XVIIe siècle, il se trouve que l'Académie est vraiment extrêmement dépendante de son protecteur. Et notamment, à la mort de Richelieu, le protecteur, c'est Séguier, qui va donc remplacer Richelieu. Et Séguier va imposer à l'Académie française une élection incroyable. L'élection du marquis, qui deviendra plus tard le duc de Poislin. C'est son propre petit-fils, à Séguier, et c'est aussi un descendant de Richelieu. Alors, pourquoi cette élection imposée par Séguier est problématique? Eh bien, tout simplement parce que le marquis de Poislin n'a strictement rien écrit. La seule chose qui l'autorise à entrer dans l'Académie française, ce sont ses lettres de noblesse. Non seulement il n'a rien écrit, mais il n'écrira jamais rien de sa vie. Il est âgé à ce moment-là de seulement 16 ans et il sait à peine lire. Toutefois, il est élu sous la pression du protecteur, sous la pression de Séguier, et non seulement il est élu à l'âge de 16 ans, mais en plus il sera le doyen de l'Académie, et ses deux fils lui succéderont successivement à l'Académie française. Donc il y a à cette époque-là une espèce de transmission des sièges en quelque sorte à l'Académie française. Alors, le XVIIe siècle va être marqué par l'élection de nombreux ecclésiastiques, mais aussi évidemment l'élection d'auteurs prestigieux, Bossuet, Charles Perrault, La Fontaine, on le verra. Et l'éclat de l'Académie française est tel dans toute l'Europe que lorsque la reine Christine de Suède vient en France en 1654, elle demande, et c'est la première à le faire, et la première pour qui c'est accepté, à aller voir l'Académie française. Et donc, elle est la première de toute une série de souverains ou de chefs d'État qui seront reçus à l'Académie française. Le XVIIIe siècle, c'est le temps des philosophes. Mais les philosophes n'arrivent pas tout de suite et n'arrivent pas si facilement que cela à l'Académie. D'abord, il faut savoir qu'au début du XVIIIe siècle, la question de la langue, elle se fait au moins autant dans les salons qu'au sein de l'Académie française. D'autant que dans l'Académie française, il n'y a pas que des lettrés. Pour vous donner un ordre d'idée, en 1712, il y a 24 ecclésiastiques sur 40 membres. Donc, plus de la moitié des membres n'ont absolument rien à voir avec la langue et avec la littérature. Au XVIIIe siècle, on est encore extrêmement fidèle au protecteur, y compris à Louis XIV, y compris après sa mort. Je vous donne un exemple. Alors, c'est pas encore... Je reviendrai sur cette diapositive tout à l'heure. Un exemple de la fidélité à Louis XIV, y compris lors de sa mort. L'abbé de Saint-Pierre, qui est un académicien,
a écrit des ouvrages qui critiquent la politique et l'économie de Louis XIV aux yeux des académiciens, et les académiciens veulent l'exclure. Deuxième exclusion prévue dans l'Académie française. Et donc, cela montre, et là encore, il ne sera pas exclu parce qu'il va mourir avant, mais cela montre que les académiciens sont extrêmement fidèles au pouvoir, y compris au pouvoir qui n'est plus à celui de Louis XIV. Alors, le pouvoir est tellement fort, encore une fois, y compris celui du protecteur, qu'en 1720, c'est le maréchal de Richelieu, qui est l'arrière-petit-neveu du cardinal de Richelieu, qui va être élu sous la pression du régent, le duc d'Orléans. Alors, pourquoi cette élection aussi, elle n'est là qu'à cause de la pression du régent? Eh bien parce qu'en fait, le maréchal de Richelieu n'a rien à faire normalement à l'Académie française. Il a fait plusieurs séjours à la Bastille, alors pour des duels, pour des aventures libertines, pour des problèmes politiques. C'est un guerrier de grande valeur, certes, mais ce n'est pas du tout un lettré. À tel point que ce sont ses confrères qui vont lui écrire son discours de réception à l'Académie française, et il va recopier son discours de réception à l'Académie française en multipliant les fautes. Donc voilà, quelqu'un qui n'a rien à y faire, mais qui est là sous la pression du protecteur, donc ici le régent, le duc d'Orléans. En revanche, dans les salons, les lettrés, les philosophes sont très actifs et on commence à entendre ces idées des Lumières dans les salons. Les salons au XVIIIe siècle sont tenus par des femmes très importantes, comme Madame de Lambert ou Madame de Tencin, qui vont essayer de faire élire leurs protégés à l'Académie française, et notamment Montesquieu. Montesquieu qui connaît un grand succès avec ses lettres persanes. Madame de Tencin essaie de le faire entrer à l'Académie française. Sauf que les lettres persanes posent problème avec en remettant un peu en cause les certitudes sur la foi, par exemple. Et donc, normalement, Montesquieu ne devrait pas pouvoir être accepté par Louis XV à l'Académie française. Et donc, il va remanier un petit peu ses lettres persanes pour pouvoir entrer à l'Académie française. De la même manière, Madame de Tencin va faire rentrer un auteur comme Marivaux. Voltaire, quant à lui, il rencontre forcément l'hostilité du roi Louis XV parce que c'est un philosophe et que Louis XV n'aime pas beaucoup la philosophie. Alors, cela dit, au début, Voltaire ne voulait pas rentrer à l'Académie française. Pendant longtemps, il s'est vanté de ne jamais chercher à être, comme il disait, l'un des 40 membres inutiles de l'Académie. Et puis finalement, il va faire la cour aux académiciens, il va essayer de rentrer, sauf que, encore une fois, les positions religieuses de Voltaire risquent d'être un obstacle, et c'est pour ça qu'en fait, il va vraiment essayer de rassurer les autres académiciens sur sa foi, et il va être effectivement élu. Évidemment, c'est le temps de la Révolution. Et, je me permets de vous couper, Sylvia, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez vous reconnecter? Parce que je pense qu'on n'est pas sur les mêmes bandes de connexion. Et donc, on a des sons avec vous de son. Vous freeze. Donc, vous revenez à l'écran et ça devrait aller mieux. Ok, ça marche. Merci. Alors, vraiment, excusez-nous pour ces petits soucis. En général, écoutez, ça fonctionne plutôt bien. Et puis, des fois, Internet décide de nous jouer des tours et ne veut pas fonctionner d'un côté. Je m'en excuse. Vous voyez, évidemment, nous excuser pour ces genres de choses. Je ne peux pas les maîtriser, malheureusement. Normalement, ça devrait être bon puisque nous devons arriver dans la même bande avec Sylvia. Voilà. Et ça va mieux fonctionner. On essaye comme ça, Sylvia. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Vous me dites s'il y a un souci, parce que je lis pas forcément vos remarques sur le chat quand il y a un problème de connexion. Voilà.
Donc, Voltaire finit par être élu, mais évidemment, après les idées des Lumières, arrive la Révolution. Et la Révolution, c'est un grand coup pour l'Académie française qui compte évidemment beaucoup de membres de la noblesse. Certains vont être guillotinés pendant la Révolution, d'autres vont se suicider pour échapper à l'échafaud, d'autres encore vont être emprisonnés. Et c'est donc un moment extrêmement difficile pour l'Académie française. La Révolution va même marquer, plutôt la Terreur en 1793, va même marquer la mort de l'Académie française. En effet, l'Académie française va disparaître et doit protéger ce qu'elle a déjà mis en place. En effet, avec la Terreur, un décret de la Convention va abolir tous les signes extérieurs de la monarchie et au Louvre, on va détruire les tableaux, on va détruire les tapisseries. Or, à ce moment-là, l'Académie française, j'y reviendrai, siège au Louvre. Et notamment, au Louvre, on a dans l'Académie française, l'Académie française possède un tableau représentant chacun des académiciens. Donc, pendant la Terreur, ces tableaux risquent d'être détruits. Et vous avez un membre de l'Académie française qui fait vraiment quelque chose d'extraordinaire pour l'Académie française. Il va cacher les tableaux sous une estrade du Louvre et puis il va conserver chez lui, c'est Morlaix, il s'appelle, il va conserver chez lui toutes les archives de l'Académie française. Malheureusement, il n'arrivera pas à protéger le dictionnaire puisque le manuscrit du dictionnaire est confisqué par la Convention. Alors, à la mort de Robespierre, les choses vont s'apaiser un petit peu et en 1795, alors l'Académie ne va pas renaître telle qu'elle, elle va renaître sous une autre forme qui est l'Institut national des sciences et des arts. Donc cette fois-ci, ce n'est plus 4 académies, mais c'est un corps unique qui va être divisé en 3 classes, sciences, arts et politique. Et il se trouve que les représentants de la grammaire, les représentants de la littérature ne sont que 12 membres sur 140. Donc, c'est pas beaucoup. Cet institut national s'installe au Louvre. Et alors, pour en terminer avec ce XVIIe, XVIIIe siècle, évidemment, à l'époque, l'espérance de vie est beaucoup moins importante que de nos jours. Et pourtant, il faut savoir qu'au XVIIe, XVIIIe siècle, eh bien, vous avez des membres de l'Académie française qui ont passé 60 à 70 ans dans l'Académie française. Donc, il faut croire quand même que ça conserve. Alors, le XIXe siècle, eh bien, ça va être la renaissance de l'Académie française, notamment parce qu'en 1816, Louis XVIII va réorganiser l'Institut national et va rendre pleinement vie aux académies en rendant son nom à l'Académie française et en rendant également sa primauté à l'Académie française. Alors, ça, c'est le côté positif, mais Louis XVIII, en revanche, s'est permis d'exclure 11 membres de l'Académie française, avec lesquels il n'était pas d'accord sur le plan politique, et de nommer 8 grands seigneurs. Nommés, c'est-à-dire que ces grands seigneurs ne sont pas élus. Et en fait, jusqu'en 1840, la mort de ce dernier grand seigneur nommé par Louis XVIII, il y aura toujours une différence entre les membres élus et les membres qui ont été nommés par Louis XVIII. Le 19e siècle, c'est le moment aussi où l'Académie française va vraiment avoir plus d'indépendance par rapport au pouvoir, notamment lorsque Charles X, en 1826, essaie de faire passer une loi sur la presse qui bride vraiment la liberté d'expression, l'Académie française s'y oppose. Elle envoie même un représentant auprès de Charles X, mais Charles X refuse de recevoir ce représentant. L'Académie française, en signe de protestation, va s'empresser d'élire Royer-Collard qui s'est opposé au Parlement à cette loi sur la presse. Enfin, lors du Second Empire avec Napoléon III, eh bien, les membres de l'Académie française vont s'opposer à Napoléon III systématiquement, soit en ne votant pas pour
pour un candidat que propose Napoléon III, soit au contraire en élisant un opposant notoire de Napoléon III. Ah, donc il s'agit vraiment de prendre de la distance avec le pouvoir. Donc affirmer son indépendance face au pouvoir. La Troisième République, qui clôt ce 19e siècle, va voir naître au sein de l'Académie ce qu'on appelle le parti des ducs. Alors, il y a toujours eu des nobles à l'Académie française, mais on ne les recensait pas. C'était normal, on ne les comptait pas. C'est pendant la Troisième République, hein, c'est normal, c'est une république, où on va forger cette expression de parti des ducs, hein, avec le duc de Noailles, le duc d'Audifray-Pasquier, le duc d'Aumale, le duc d'Aumale, pardon, le duc de Broglie, par exemple. Voilà. Donc, on a moins d'ecclésiastiques, mais on a encore ce fameux parti des ducs. Au XXe siècle, ce ne sont plus tant les nobles qui vont être à l'Académie française, et on va même parler en 1918 plutôt du temps des maréchaux. En effet, à partir de 1911, on a un premier maréchal. Alors en 1911, il n'est pas encore maréchal, hein, il sera élu maréchal en 1921. C'est Lyautey. Alors Lyautey, il est élu à la quasi-unanimité, 27 voix sur 30. À tel point qu'il va donner lieu à une expression, une élection de maréchal. Lorsqu'on parle d'une élection de maréchal, on fait référence à l'élection du maréchal Lyautey, et en fait, cela signifie qu'on est élu à la quasi-unanimité de l'Académie française. Alors, pourquoi ce maréchal, hein, qui ne l'est pas encore, est élu en 1911 aussi facilement? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, il représente le rayonnement de la France, de la culture française, de la langue française dans les colonies. On est à l'époque coloniale, et donc ça, c'est important pour les Français de cette époque-là, ce rayonnement culturel. De même, il incarne aussi l'armée, non seulement qui rassure, mais l'armée aussi qui va pacifier. Et donc, il a une image très positive. Bien sûr, après la Première Guerre mondiale, on va célébrer les gagnants de cette Première Guerre mondiale en élisant à l'Académie française Joffre, Foch, Pétain et également Clémenceau. Alors, Foch et Pétain, par exemple, Foch et Clémenceau, par exemple, n'ont pas du tout demandé à être élus à l'Académie française. On a proposé leur élection. Clémenceau, d'ailleurs, pour la petite histoire, se distingue par le fait qu'il refuse de faire un discours d'entrée à l'Académie française. Il dit qu'il n'a pas le temps pour cela. Donc, en 1918, à l'Académie française, il y a un certain équilibre entre les lettres, la politique et l'Église. Puis, vont avoir lieu pour la France et l'Académie française les années noires avec le gouvernement de Vichy. Alors, comme vous l'avez vu, Pétain est à la fois académicien et à la fois le chef du gouvernement de Vichy, donc le protecteur de l'Académie française. Et donc, la situation des académiciens pendant le gouvernement de Vichy va être extrêmement, extrêmement compliquée, puisque puisque Pétain est le chef du gouvernement de Vichy, il est également académicien. Et notamment, un problème se pose avec l'un des académiciens et le statut des Juifs, qui est mis en place par le gouvernement de Vichy, le statut des Juifs qui interdit aux Juifs l'accès à certaines fonctions. Et en effet, l'Académie française compte dans ses rangs le philosophe Bergson, hein, qui est juif. Donc évidemment, le philosophe Bergson va rester à l'Académie française. Et pour garder son indépendance, en fait, vis-à-vis du gouvernement de Vichy, l'Académie française prend une décision radicale. Eh bien, elle suspend les votes. Personne n'est élu à l'Académie française pendant le temps du gouvernement de Vichy. Elle va même prendre une autre décision, c'est qu'elle va mettre à la tête, en tant que secrétaire perpétuel, Duhamel, qui s'est fortement opposé au gouvernement de Vichy. Et puis surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle va élire dans les prix littéraires qu'elle décerne, elle va mettre en avant des auteurs qui font partie de la fameuse liste Otto. Vous savez, du nom de l'ambassadeur Otto Abetz, qui interdit un certain nombre d'auteurs
pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, l'Académie française va célébrer ces auteurs dans les prix qu'elle va remettre. Alors, lorsque la Seconde Guerre mondiale prend fin et lorsque De Gaulle arrive au pouvoir, eh bien, il s'agit un petit peu d'un cas exceptionnel parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. Des gens comme Pétain, par exemple. Et il se trouve qu'en fait, ils ont ils vont rester en fait à l'Académie française. On ne va pas les mettre dehors. En tout cas, on ne va pas les remplacer. Mais on va attendre leur mort pour élire quelqu'un à leur place. Hein. C'est le cas, par exemple, de Charles Maurras, c'est le cas également de Pétain. On attendra leur mort pour les remplacer. Et l'Académie française craignait un petit peu que De Gaulle impose un petit peu trop son pouvoir et pour sanctionner les collaborationnistes qui avaient quand même fait partie de l'Académie française, et pas du tout. De Gaulle ne va s'opposer qu'à une seule élection, l'élection de Paul Morand, à cause tout simplement des fonctions d'ambassadeur qu'il avait occupées pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant le régime de Vichy. Alors, dans les années 50, il n'y a plus de maréchaux à l'Académie, c'est terminé. Il subsiste tout de même un parti des ducs, c'est-à-dire des gens issus de la noblesse, mais ils ne sont pas là juste parce qu'ils sont nobles. Ils sont là parce qu'ils remplissent des fonctions importantes. Par exemple, le comte Vladimir d'Ormesson est un ambassadeur important. Les frères de Broglie sont des scientifiques de renom. Je viens aussi un petit peu sur une période intéressante du XXe siècle qui est mai 68. Mai 68, les événements de mai 68, on peut se demander comment ils ont touché cette Académie française extrêmement, j'ai envie de dire, extrêmement sage, extrêmement polie. Et en réalité, eh bien, l'Académie française, c'est très drôle, a continué à se réunir tous les jeudis comme elle le faisait habituellement. Alors pourtant, il n'y avait pas de taxi. Il n'y avait pas de transport en commun, mais ils arrivaient quand même à venir à l'Académie française. Au XXe siècle aussi, l'Académie française va s'ouvrir aux auteurs étrangers. Alors, ce qui est très important à préciser, c'est que jamais, dans les statuts de l'Académie française, il a été dit que être académicien était réservé aux Français. Et pourtant, il a fallu attendre un certain temps pour qu'il y ait des auteurs d'origine étrangère. Donc, Eugène Ionesco, par exemple, roumain, l'américain Julien Green, le belge Félicien Marceau ou encore le sénégalais Paul Senghor. Léopold Senghor, qui vont être élus à l'Académie française au cours du XXe siècle. Alors, on va s'intéresser maintenant à quelques immortels, ou pas d'ailleurs, dans des situations particulières. Tout d'abord, je reviens sur le terme immortel. Pourquoi appelle-t-on les académiciens des immortels? Eh bien, en fait, ils doivent leur surnom à la devise de l'Académie française, qui est à l'immortalité. Vous le voyez là sur le sceau que Richelieu a fait confectionner pour l'Académie française. L'immortalité, c'est l'immortalité, bien sûr, de la langue française et l'immortalité de la mission de l'Académie auprès de cette langue française et évidemment pas l'immortalité des académiciens. Alors, les académiciens, ces immortels, ils sont au total, depuis aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'il y en a une qui vient d'être élue aujourd'hui, ils sont 740 depuis le début et aujourd'hui, il y a 36 fauteuils qui sont occupés sur les 40. Alors, je vous ai fait un petit graphique sur l'âge moyen d'entrée dans l'Académie française et en fait, on se rend compte que au tout début de la création de l'Académie française, l'âge moyen d'entrée, c'était 44 ans. Puis ensuite, on a passé à 50 ans. On est passé ensuite à 60 ans et ces derniers temps, l'âge moyen serait plutôt de 68 ans. Donc, effectivement, on n'entre pas tout jeune à l'Académie française, mais on y reste pour toujours. Alors, quelques académiciens qui nous paraissent des auteurs incontournables et qui pourtant n'ont pas eu une vie d'académicien facile. Le premier dont je voulais vous parler, c'est Jean de La Fontaine. Il a été élu, mais il doit attendre l'élection suivante en réalité. Alors, pourquoi l'élection de La Fontaine pose problème? Louis XIV n'aime pas beaucoup La Fontaine. Il y a deux raisons. D'abord parce que si nous, on le connaît pour ses fables, à l'époque, il est surtout connu pour ses contes licencieux.
Ça commence à poser un petit peu problème. Et puis surtout, Louis XIV lui reproche d'être resté beaucoup trop fidèle à Fouquet. Et donc, Jean de La Fontaine est élu par les académiciens, mais Louis XIV refuse son élection et n'acceptera son élection que lorsqu'un autre fauteuil se libérera, en disant que La Fontaine a promis d'être sage, et effectivement La Fontaine sera très surveillé pendant qu'il sera à l'Académie française, ce qui n'empêchera absolument pas d'écrire d'autres contes licencieux. Corneille, par exemple, le grand Corneille n'est élu qu'au bout de la 3e tentative. Alors, il faut d'abord savoir qu'il n'a pas osé se présenter tant que Richelieu était vivant. Il a en tête la querelle du Cid, il a peur que Richelieu s'oppose à son élection. Et effectivement, les académiciens ont préféré d'abord élire des gens moins connus, moins importants, souvent d'ailleurs sous des prétextes fallacieux. La première élection, on lui a dit qu'il n'avait pas le droit d'être élu parce qu'il n'habitait pas à Paris, alors qu'on a élu contre lui quelqu'un qui n'habitait pas non plus à Paris. Donc, c'était vraiment très, très hypocrite. Je vous ai parlé des philosophes, alors à l'Académie d'il y a Condorcet, sauf de philosophe Rousseau. Alors Rousseau, tout simplement parce qu'il est un pro-patient pour rejoindre ce genre de compagnie, et Diderot. Voltaire a tout fait pour que Diderot entre dans l'Académie française, mais Diderot, ça ne l'intéressait pas du tout. Il voulait pouvoir continuer à dire la vérité, dit-il. Donc ça, c'est intéressant. Au XIXe siècle, Chateaubriand, le grand romancier Chateaubriand, est élu, mais il ne va presque pas siéger à l'Académie française. Alors pourquoi? Parce qu'il va écrire un discours de réception dans lequel il va parler politique. Et là, le protecteur, c'est Napoléon Ier, et Napoléon Ier s'énerve contre Chateaubriand, lui demande de refaire son discours parce que l'Académie française n'a pas à parler de politique. Et par conséquent, l'Académie française va l'élire, va lui demander de refaire donc son discours de réception. Il va refuser et donc il ne va quasiment jamais siéger. Alors, toujours au XIXe siècle, vous avez Victor Hugo, qui n'est élu, le grand Victor Hugo, qu'au bout de la 4e tentative. Alors, l'Académie française connaît très très bien pourtant Victor Hugo, puisque alors qu'il n'avait que 17 ans, elle lui a attribué un prix de poésie. Mais qu'est-ce qu'elle reproche à Victor Hugo? Eh bien, tout simplement, Victor Hugo est un auteur romantique. Et les romantiques, à l'époque, c'est la jeune génération qui remet en cause les règles, qui est extrêmement fougueuse. Et par rapport à l'Académie française, c'est quand même assez problématique. Et c'est pour ça que l'Académie française va élire au compte-gouttes les auteurs romantiques. Alors, je vous ai parlé des grands auteurs qui ont eu du mal à être élus, mais je vais vous parler maintenant des grands auteurs qui n'ont pas été élus. En fait, il y a une expression qui est le 41e fauteuil. Le 41e fauteuil, c'est une expression qui a été inventée par Arsène Houssaye au 19e siècle et qui désigne les gens qui auraient pu être élus, mais qui méritaient d'être élus, mais qui, pour plusieurs raisons, ne l'ont pas été, soit parce qu'ils sont morts avant, soit parce qu'ils n'ont pas postulé à l'Académie française. Alors, parmi ces grands auteurs, il y a Balzac. Balzac, il n'est pas élu pour 2 raisons. La première raison, c'est que c'est un romancier, et tout comme l'Académie française n'aime pas beaucoup les romantiques, elle n'aime pas beaucoup les romanciers. Le roman, vous savez, c'est le genre de la fiction, ce n'est pas très sérieux, et donc on n'aime pas beaucoup les romanciers, en tout cas au 19e siècle. Et puis il y a une deuxième raison, c'est que Balzac est endetté, mais vraiment très endetté, et l'Académie française ne veut pas s'embêter avec quelqu'un comme ça. Émile Zola, alors Émile Zola quand même, qui détient le record de refus successifs, 24 refus successifs à l'Académie française. Alors lui, les reproches qu'on lui adresse sont un petit peu différents. En fait, il met en scène le peuple, il met en scène des thèmes très populaires, bas parfois, que l'Académie française considère comme bas. Et en fait, c'est pour ça qu'il est refusé. Alors, il y a aussi une autre raison, c'est évidemment l'affaire Dreyfus. Émile Zola prend la défense de Dreyfus et bien évidemment, l'Académie française est majoritairement anti-dreyfusarde.
Alors, Zola, les 12 premières fois, sur les 24 refus successifs, les 12 premières fois, il veut vraiment rentrer à l'Académie française. Et les fois d'après, il continue à se présenter, même s'il il sait qu'il ne va pas être élu, mais il dit qu'il continue à se présenter pour montrer à quel point l'Académie française est bête. Deux poètes du 19e siècle qui n'entreront jamais à l'Académie française pour encore des raisons différentes, Baudelaire et Verlaine. Alors tous les deux, ce sont des poètes qui ont maille à partir avec la justice. Baudelaire connaît un procès en 1857 pour immoralité, pour son recueil Les Fleurs du Mal. Donc pas question de faire rentrer quelqu'un d'immoral à l'Académie française. Quant à Paul Verlaine, bien sûr, il a eu des problèmes avec la justice après avoir tiré sur son ami Rimbaud. Donc lui, il n'entrera pas. Marcel Proust, alors lui, c'est un cas un peu particulier parce que Marcel Proust, en fait, ne s'est jamais officiellement présenté à l'Académie française. En fait, il a eu très peur, d'abord que l'homosexualité, qui est quand même un thème important dans son œuvre, choque les académiciens. Donc, il a quand même essayé de les rassurer un petit peu là-dessus. Et puis, il a demandé conseil à son éditeur, Jacques Rivière, qui lui a déconseillé parce qu'il avait un petit peu peur qu'il ne soit pas élu. Et donc, il ne s'est jamais présenté. Et puis, il est mort avant d'avoir eu l'occasion de se présenter. Alors là, la question qu'on peut se poser, c'est quand même où sont les femmes dans l'Académie française? Alors, pendant longtemps, elles ne sont nulle part, même si, je l'ai dit, par l'intermédiaire des salons que tiennent les femmes, elles jouent un rôle important parce qu'elles vont pousser des hommes à l'Académie, mais elles-mêmes ne seront pas à l'Académie. La première femme dont il est question à l'Académie française, c'est George Sand. Prosper Mérimée veut faire rentrer George Sand à l'Académie française. Sauf qu'elle ne se présente pas. L'Académie française ne l'intéresse absolument pas parce qu'on y évoque des problèmes de langue et pour elle, les problèmes des Français au 19e siècle, ce n'est pas la langue, c'est la politique, c'est l'économie et ce n'est pas de cela que l'on parle à l'Académie française. Et c'est pour ça qu'elle ne se présentera jamais. La première femme à être élue, c'est Marguerite Yourcenar, en 1980 seulement, et elle a été très poussée par l'académicien Jean d'Ormesson. La plupart des académiciens ont refusé qu'elle soit élue. Il n'était vraiment pas chaud pour qu'elle entre à l'Académie française. Et évidemment, après elle, il y a eu beaucoup de femmes à l'Académie française, l'helléniste Jacqueline de Romilly, par exemple, l'historienne Hélène Carrère d'Ancos, qui a été et qui est toujours aujourd'hui la première femme secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Vous avez aussi une femme qui est rentrée évidemment aujourd'hui à l'Académie française, qui est une philosophe, une essayiste, Sylviane Agacinski, donc, qui est donc notre 11e femme à l'Académie française. Voilà. Alors maintenant, on va parler un petit peu du siège de l'Académie française. L'Académie, comme je vous l'ai dit, s'était d'abord réunie chez certains de ses membres et elle fut accueillie notamment chez le chancelier Séguier, qui a été son protecteur pendant un temps, donc dans son hôtel particulier, en juillet 1639. Avant de s'installer en 1672 au Louvre. Là, vous avez une gravure qui représente une séance de l'Académie au Louvre. Mais nous, aujourd'hui, bien évidemment, ce n'est pas ici que nous la connaissons. Nous la connaissons au Quai Conti, à l'Institut de France. Donc, en fait, cet Institut de France n'a pas toujours été le siège de l'Académie française. En fait, c'est Mazarin qui a demandé à créer cet édifice qui s'appelait à l'origine le Collège des Quatre Nations. Collège des Quatre Nations parce qu'il avait pour but de recevoir pour leur éducation une soixantaine de jeunes gens des 4 provinces qui venaient d'être annexés à la France. Et donc, Mazarin voulait qu'à sa mort, cet édifice soit ce Collège des Quatre Nations et que son tombeau y soit. Donc, en fait, ce Collège des Quatre Nations a été donc construit en face du Louvre, à la place de la Tour de Nesle. Et sur ce plan qui date du XVIIIe siècle,
on voit bien l'architecture. Donc, on a 2 bâtiments en arc de cercle avec un bâtiment central et le dôme qui le surplombe. Donc, c'est dans le bâtiment central que devait se trouver le tombeau de Mazarin. Et puis, donc, c'est Levaux qui a construit, c'est Louis Levaux, l'architecte de ce collège des 4 nations. Et à l'époque de la construction, il n'y avait qu'une seule aile, qui s'appelle d'ailleurs l'aile Levaux. Et donc, ce bâtiment va faire face au Louvre. L'Académie française ne va s'installer dans ce bâtiment que sous l'impulsion de Napoléon Ier, qui va faire remanier le bâtiment pour qu'il y ait des salles, notamment pour que se réunissent les académiciens. Donc, c'est en 1805 que l'Académie française va s'installer au Quai Conti. Et on va ajouter d'ailleurs, parallèlement à l'aile Levaux, une deuxième aile. Voilà. Alors, il faut savoir que l'Académie française siège aujourd'hui à l'Institut de France, donc Quai Conti, mais elle a d'autres bâtiments. Et elle a d'autres bâtiments, pourquoi ? Elle a d'autres bâtiments parce que on lui a légué de l'argent. Les académiciens, certains académiciens, à leur mort, ont légué de l'argent à l'Académie française, et, notamment le baron de Monthyon, pour que l'Académie française remette des prix. Et il a fait des émules, et le duc d'Aumale a aussi légué plein de choses à l'Académie française, et notamment le duc d'Aumale a légué le château de Chantilly, les forêts du château de Chantilly, une partie de la ville de Chantilly à l'Académie française. De la même manière, le couple Cognac-Jay, les fondateurs de la Samaritaine, en 1920 vont léguer à l'Académie française des bâtiments qui se trouvent dans Paris. L'Académie française a même des bâtiments en Belgique. Donc voilà, bien sûr, l'Académie française, c'est le Quai Conti, mais c'est aussi d'autres bâtiments. Alors maintenant, nous allons voir quels sont les rites et les symboles de l'Académie française. Alors, l'Académie française va accueillir chacun de ses membres en se levant. En fait, on se lève 2 fois pour un académicien. On se lève quand il entre à l'Académie française et on se lève quand il meurt. J'ai déjà évoqué avec vous, et je vais revenir là-dessus, sur un autre rite important de l'Académie française, c'est ce fameux discours de réception. En fait, quand on entre à l'Académie française, eh bien, on doit prononcer un discours de réception qui doit avoir deux conditions. D'abord, contenir un petit éloge du protecteur, mais aussi un hommage à celui qu'on remplace à l'Académie française. Et notamment, ce discours de réception est donc vraiment un moment important qui aujourd'hui est public, mais qui n'a pas toujours été public. En effet, c'est grâce au discours de Charles Perrault qui a été tellement brillant qu'on a demandé à ce que ce discours soit public. Alors, vous vous doutez que faire un discours en hommage à son prédécesseur, parfois ça peut être difficile quand on n'aime pas son prédécesseur. Et pour la petite anecdote, Paul Valéry n'aimait pas son prédécesseur, Anatole France, parce qu'il s'était opposé notamment à l'entrée du poète Mallarmé à l'Académie française. Et par conséquent, eh bien, il va faire un discours sans prononcer une seule fois le nom de son prédécesseur Anatole France. Il ne fait qu'utiliser des périphrases. Donc, c'est un vrai tour de force. Donc, à l'Académie française, quand on se réunit une fois par semaine, on doit signer une feuille de présence, comme à l'école. Donc, dans cette feuille de présence de 1884, par exemple, vous voyez ici, là, j'entoure avec mon curseur, je vérifie que j'ai bien mon curseur qui fonctionne. Oui, j'ai bien mon curseur qui fonctionne. Là, vous voyez la signature de Victor Hugo, par exemple. Voilà. Alors, quand on entre à l'Académie française, attention, on ne peut pas directement participer aux séances. Il y a un temps qui est ce qu'on appelle un temps initiatique où le nouvel académicien va se contenter d'écouter. Il ne peut pas parler pendant les séances. C'est pour lui le temps de se familiariser en fait avec les rites de l'académie.
Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'habit vert des académiciens. Eh bien, figurez-vous que c'est Bonaparte qui va instituer cet habit vert et figurez-vous surtout que, comme vous le voyez sur l'image, cet habit vert n'est pas du tout vert. En réalité, il est bleu nuit et il a des broderies en forme de rameaux d'olivier qui sont noirs et or. Et voilà. Et donc, on va avoir, on a l'habit en lui-même est bleu nuit et pas du tout vert. Cet habit d'académicien, il est complété d'un bicorne, il est complété d'une cape et il est complété d'une épée. Alors, bien sûr, les ecclésiastiques et les femmes sont dispensées de porter l'épée. Alors, je reviens sur cette épée d'académicien parce que l'épée d'académicien, elle est propre à chaque académicien. Elle contient des symboles qui reflètent la vie et l'œuvre de l'académicien. Alors, je vous ai choisi l'épée de l'académicien Marc Lambron, qui est donc un romancier qui a fait l'ENA, qui est membre du Conseil d'État, voilà. Et donc, ce Marc Lambron, qui a été élu à l'Académie en 2014, voici son épée. Son épée, on ne l'a pas fabriquée juste pour lui, c'est une épée qui appartenait à un membre de l'Institut d'Égypte. Et c'est pour ça qu'elle va en fait représenter, et ça c'est d'origine, puisqu'ensuite elle va être retravaillée, elle va représenter le portrait d'Isis, puisque elle appartenait à un membre de l'Institut d'Égypte. Mais par exemple, le pommeau a été complètement refait, et si vous regardez bien, ce pommeau, il représente un lion, tout simplement parce que Marc Lambron, la famille de Marc Lambron est lyonnaise. Vous avez d'autres symboles ici. Alors, par exemple, ici, vous voyez le petit ruban, symbole de la lutte contre le sida, maladie dont est mort le jeune frère de Marc Lambron. Vous avez aussi ici le masque de théâtre, des petites notes de musique, car Marc Lambron a fait le conservatoire, il est flûtiste. Et vous avez ici une balance de la justice qui reflète sa position au Conseil d'État. Là, on ne voit pas, mais au-dessus du petit ruban, on a aussi les initiales des enfants de Marc Lambron. Donc, c'est vraiment très symbolique, cette épée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'épée, comme le costume, sont faits par... Alors, l'épée sont faits par des... les épées, sont faites par des joailliers, un boucheron, par exemple, Cartier, ou alors des artistes tels que César ou Pierre Soulages, encore, qui a réalisé des épées. Et quant aux costumes, ils vont être réalisés par de grands couturiers, comme Lanvin, par exemple, ou bien encore Pierre Balmain, qui vont faire les costumes de l'Académie, des académiciens. Alors, on parle aussi souvent du fauteuil des académiciens. Alors, il faut savoir que ce fauteuil des académiciens n'a pas toujours existé. Au départ, les académiciens ont des chaises. D'où vient ce fauteuil? Eh bien, du fait qu'un jour, un des académiciens, on est en 1713, le cardinal d'Estrée est très vieux, un vieil académicien, il a 83 ans, et il voudrait assister à la réception d'un de ses confrères, mais vraiment, il a peur d'y aller parce qu'il va être trop mal assis sur la chaise. Alors, il demande s'il ne pourrait pas avoir un fauteuil. Sauf que, souvenez-vous, dans l'Académie française règne le principe d'égalité. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il y en ait un qui a un fauteuil et que tous les autres soient assis sur des chaises. Et donc, on demande à ce qu'au Louvre, Louis XIV ordonne à ce qu'au Louvre soient portés des fauteuils pour tout le monde. Alors là, vous voyez aujourd'hui sous la coupole les fauteuils d'académiciens qui sont verts, les fauteuils réservés aux invités qui assistent par exemple au discours de réception des invités, des académiciens, eux, sont gris. Mais quand ils travaillent, les académiciens sont toujours assis sur des chaises et pas sur des fauteuils. Alors, dernier petit secret de l'Académie française, là, je vous montre quelque chose que vous ne verrez sans doute jamais. Lorsqu'un académicien est reçu, sous la coupole, à côté d'un grand portrait en pied de Richelieu, se trouve une petite fenêtre en bois que l'on ouvre qu'à la réception d'un académicien. Et quand on ouvre ce petit volet en bois, quand on tire ce petit volet en bois,
apparaît le portrait de Richelieu sur son lit de mort. Donc, rares sont les gens qui ont eu le privilège de voir ce portrait de Richelieu sur son lit de mort. Alors, terminons par évoquer l'Académie française aujourd'hui. L'Académie française aujourd'hui, on pourrait la résumer par une question: qui veut devenir immortel aujourd'hui et ne pas gagner des millions? Parce qu'effectivement, quand vous êtes immortel, c'est vraiment le prestige, parce que si vous, avec l'indemnité forfaitaire et si vous siégez à toutes les réunions. Donc, ce que je vous disais, c'est que les grands écrivains ont tendance à bouder aujourd'hui. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Je vous disais qu'aujourd'hui, beaucoup d'écrivains, comme Bonnefoy, Leclésio, Solers, par exemple, ne demandaient pas à entrer à l'Académie française. Alors, aujourd'hui, l'Académie française, évidemment, elle fonctionne encore, elle travaille encore, elle en est, je vous l'ai dit, à sa 9e édition du dictionnaire. La 9e édition, c'est environ 60 000 mots. Souvenez-vous, la première, c'était 18 000. Et les nouveaux mots sont signalés par une astérisque. Alors, le problème, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, on n'en est qu'au tome 3. Et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez de ma diapositive avec les différents dictionnaires, les différentes éditions, mais on a l'impression que plus on avance dans le temps et plus les académiciens mettent du temps, en fait, à faire des éditions. Plus ils sont lents dans leur travail. Alors, le problème, en fait, du dictionnaire de l'Académie française, c'est qu'il est très peu diffusé. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, le Petit Larousse va s'écouler à 600 000 exemplaires par an. Le Petit Robert va s'écouler à 200 000 exemplaires par an. Et le dictionnaire de l'Académie française, c'est 15 000 exemplaires. Alors, pourquoi? Parce que déjà, c'est cher. Un peu plus de 70 € le volume. Donc, le volume, c'est un tome, donc vous n'avez pas toutes les lettres. Aujourd'hui, on est en 3e tome, donc l'Académie française s'est arrêtée à la lettre Q pour le moment. Donc, c'est quand même un dictionnaire qui est cher. Et alors, on peut le trouver un petit peu en ligne. L'Académie française communique de plus en plus en ligne par l'intermédiaire de son site internet. Mais voilà, le dictionnaire en lui-même, c'est pour ça qu'il a moins de succès en fait que d'autres dictionnaires. Ah oui, je vois pour le montant des indemnités. Alors, au total, si vraiment l'académicien assiste à toutes les réunions, c'est 4 000 € par an. Voilà, en assistant vraiment à toutes les réunions. Donc, c'est quand même pas énorme, on ne peut pas vivre de ça. Alors, l'Académie française, en plus du dictionnaire, va vraiment participer à la vie de la langue et au grand débat sur la langue qui agite l'actualité. Alors, par exemple, souvenez-vous de la réforme de l'orthographe de 1990. Alors, la réforme n'a pas du tout été faite par l'Académie française, mais elle a été validée par l'Académie française. Cela dit, en 2016, l'Académie française a précisé qu'une réforme ne pouvait pas venir bouleverser la langue. Et elle préconise en 2016, l'Académie française, d'accepter les 2 orthographes, l'orthographe d'avant la réforme et l'orthographe d'après la réforme. Donc, rassurez-vous que vous écriviez avec l'ancienne orthographe, ce n'est pas du tout un problème pour l'Académie française. Vous êtes dans votre droit le plus strict. L'Académie française, en fait, prône le fait que c'est l'usage qui doit primer. Concernant cette fois-ci la loi Toubon de 1994, alors cette loi Toubon, souvenez-vous, c'est une loi qui dit qu'il faut qu'il y ait de moins en moins d'anglicisme dans les termes techniques ou scientifiques. Et donc, l'Académie française participe à des réunions où on réfléchit à comment on va remplacer les anglicismes, par quel mot français on peut remplacer les anglicismes. Donc, l'Académie française participe vraiment, encore une fois, au renouvellement de la langue française. Pardon. Alors, j'en viens maintenant au débat sur la féminisation de la langue. En effet, l'Académie française
s'est prononcé récemment sur l'écriture inclusive, parlant de péril mortel, hein, je cite l'Académie française, le terme est très fort, de péril mortel pour l'écriture inclusive. En effet, elle met en garde contre cette écriture qui est extrêmement difficile à lire pour ceux qui ont des problèmes tels que, par exemple, les dyslexiques. Hein. Donc, elle dit que cette manière d'écrire qui se veut plus juste est en fait injuste pour les personnes qui ont des difficultés déjà avec la langue. Et en plus, elle met en garde sur le fait que l'écriture inclusive, dans la difficulté qu'elle représente, risque de créer un tort à la francophonie. En effet, si le français devient difficile, les gens, au lieu d'apprendre le français, vont se tourner peut-être davantage vers l'anglais. C'est en tout cas ce que nous dit l'Académie française. De la même manière, elle s'est prononcée sur la féminisation des noms de métiers. Donc, elle est d'accord avec la féminisation des noms de métiers. En revanche, elle s'oppose à la féminisation des noms de titres et de fonctions. Et elle l'explique très clairement dans un rapport qui date de 2019. Elle explique qu'en fait, une fonction n'appartient pas à celui qui la représente. Et qu'il y a donc une différence entre la personne et la fonction. Et que donc, même si la personne est de genre féminin, la fonction n'a pas à être de genre féminin. Elle ajoute également que certaines fonctions, comme par exemple le terme d'ambassadrice, c'est un mot qui existe déjà, mais avec un sens différent. L'ambassadrice, c'est un mot qui existe depuis longtemps, mais pour désigner la femme de l'ambassadeur. Voilà. Donc, effectivement, elle est très réticente sur cette féminisation de la langue. Précisons quand même, pour clore cette partie sur la participation de l'Académie française dans l'élaboration, la réglementation de la langue française, qu'il n'y a pas de linguiste à l'Académie française depuis la mort de Gaston Paris en 1903. D'accord ? Donc, là aussi, on peut peut-être se poser des questions sur la légitimité mais sachant que vous avez vu que l'Académie française préconise. Hein, elle ne légifère pas, elle préconise. Alors, je vous ai préparé une petite bibliographie si vous avez envie d'en savoir plus sur l'Académie française. Donc, je vous conseille l'excellent livre d'Hélène Carrère d'Ancos, qui est donc à la fois historienne, je vous l'ai dit, et qui est la secrétaire perpétuelle de l'Académie française, pour avoir vraiment un balayage historique. Un deuxième livre qui est assez drôle, puisque il présente l'Académie française avec le point de vue extérieur, le point de vue d'un journaliste et écrivain québécois. Le Salon des Immortels, une académie très française. Si vous voulez voir des images de l'Académie française, vous avez un très beau livre qui mélange le texte et l'image, texte de Dominique Fernandez et photographie de Ferrante Ferranti, et l'Académie française, tout simplement. Et bien sûr, je vous conseille le site de l'Académie française qui est extrêmement riche. Alors, pour conclure, ce corps créé par Richelieu, ce corps des académiciens, armés de leur épée d'apparat, n'est pas sans nous faire penser aux mousquetaires. Et effectivement, les académiciens sont en quelque sorte les mousquetaires de la langue française, chargés de l'enrichir, chargés de la protéger et chargés également de la promouvoir. Et si cette institution semble aujourd'hui désuète, voire dépassée, elle n'en a pas moins le mérite d'avoir traversé les siècles et d'avoir su renaître de ses cendres malgré les vicissitudes. Alors, la première question, vous me dites, c'est Valentin ou Vincent Conrart. Alors, en fait, c'est alors attendez là, du coup, c'est Valentin. J'ai dit Vincent à un moment. Oui, non, c'est Valentin, me semble-t-il. Voilà. Vous avez les premières académies en fait qui ont lieu, qui sont nées à la Renaissance pendant le XVIe siècle. Voilà. Donc, 16e siècle en Italie, pardon. Renaissance, 16e siècle en Italie, ce sont les premières académies. Et ensuite, les académies dont j'ai parlé, cette académie du XVIIe siècle, c'est plutôt une académie royale, une académie officielle. Et ensuite, vont suivre effectivement des académies de province. Alors,
Alors, le Larousse et le Robert ont-ils trouvé leur place grâce à la lenteur du travail de l'académie ou bien en concurrence? Alors, en fait, il y a un petit peu des deux. Vous le savez peut-être, chaque dictionnaire est complètement libre de choisir les nouveaux mots qui entrent dans le dictionnaire. Et évidemment, des dictionnaires comme le Larousse et le Robert sont beaucoup plus réactifs et vont produire des éditions beaucoup plus fréquentes en tenant beaucoup plus compte de ces nouveaux mots qui entrent dans la langue française. L'Académie française, effectivement, est plus lente parce qu'elle attend, si vous voulez, que le mot soit vraiment très, très utilisé. Parce que, encore une fois, pour l'Académie française, ce qui compte, c'est l'usage. Alors oui, il y a eu des académiciens guillotinés pendant la Révolution. Alors je peux vous retrouver leur nom, hein, si ça vous intéresse. Je l'ai noté, alors j'ai pas tout dit, hein, parce que voilà, vous avez vu, c'était déjà très très long. Alors notamment, vous avez des académiciens tels que, je ne sais pas si leur nom va vous évoquer quelque chose, Bailly, Malesherbes ou encore Nicolai, qui ont été guillotinés pendant la Révolution. Le discours d'introduction à l'Académie française répond-il à des exigences bien particulières? Oui. Alors, la première exigence, c'est vraiment de faire un hommage aux prédécesseurs. Comme je vous l'ai dit, c'est pas toujours facile de faire un hommage à son prédécesseur, tout dépend qui il était. Et puis normalement, mais ça ne se fait quasiment plus, mais à l'origine, c'était vraiment obligatoire. Et il fallait absolument qu'il y ait un hommage au protecteur. Voilà. Donc là encore, ça sous-entendait que l'académicien était plutôt favorable au protecteur. Hein, donc, être académicien, ça veut dire qu'on est aussi très diplomate, hein, dans ce discours d'introduction. Oui, alors c'est une très très bonne question. Même si un académicien reste un immortel, oui. Et alors je vais même vous donner un exemple très précis. Vous avez un... Alors, je retrouve parce que je vous l'avais noté quelque part. Encore une fois, c'était difficile de tout dire. Mais vous avez... Ah, j'ai perdu son nom. Vous avez ce président, vous allez m'aider, j'en suis sûre. Ce président, ouais, alors, bien sûr Giscard, mais je pense aussi à un président qui a perdu complètement la tête. Aidez-moi s'il vous plaît. Et il était fou. Voilà, Paul Deschanel, merci beaucoup. Et effectivement, il est resté à l'Académie française jusqu'au bout. Il était hors de question de le mettre dehors. Donc, en fait, vous avez vu, même, il n'y a aucune raison d'exclure un académicien. Même quand on a tenté d'exclure un académicien, vous avez, ça prenait trop de temps et ça ne s'est jamais fait. Donc très concrètement, aucun académicien n'a été exclu. Voilà. Alors, élection de maréchal, cette expression est donc venue a posteriori s'il n'était pas encore maréchal lors de son élection. Oui, tout à fait. Donc, l'élection de maréchal, c'est une élection par rapport à l'élection de Lyautey qui désigne cette élection à la quasi-majorité des voix. Voilà. Alors non, il n'existe pas d'hiérarchie au sein de l'Académie. Ce que je vous ai dit, hein, c'est vraiment le principe d'égalité. Y a la seule différence qui peut se faire, c'est effectivement qu'on a ce secrétaire perpétuel, mais ce secrétaire perpétuel n'a pas de prérogative. C'est vraiment qu'il va représenter l'Académie française dans certaines circonstances, lorsque les académiciens ne peuvent pas tous être là en délégation, voilà. Mais il n'y a absolument aucune hiérarchie dans l'Académie française. Alors, le président peut encore s'opposer à l'élection d'un académicien puisqu'il est encore le protecteur aujourd'hui, mais a priori, il n'a aucune raison de le faire, mais oui, il pourrait le faire. Voilà, tout à fait.
Alors, aujourd'hui est entrée, alors quand je dis aujourd'hui est entrée, aujourd'hui a été élue, hein, puisqu'il va falloir, vous savez, pour qu'elle entre à l'Académie française, qu'elle puisse faire son discours de réception, Madame Agacinski. Mais aujourd'hui, donc, il y a 11 femmes qui sont rentrées au total à l'Académie française. C'est la 11e femme qui entre à l'Académie française. Alors, qui finance l'Académie française? Alors, vous avez donc des donations, beaucoup de donations, qui vont notamment permettre de financer, j'en ai pas beaucoup parlé parce que c'est vrai que je me suis davantage intéressée à la langue, mais j'ai dit très rapidement que l'Académie française distribuait des prix. Alors là aussi, on les connaît pas beaucoup, ces prix. On connaît si le Grand Prix du roman de l'Académie française, mais elle en distribue beaucoup d'autres. Et en fait, ces prix, par exemple, par rapport au prix Goncourt, ils sont beaucoup moins connus. Donc, vous avez des donateurs qui vont permettre de financer ces prix. Et tout à l'heure, j'ai parlé de la rémunération des académiciens. Les académiciens sont rémunérés par le ministère de l'Enseignement supérieur. Voilà. Non, évidemment non. Personne n'a fait l'éloge de Pétain. Il y a des choses effectivement dont on a dérogé à certaines règles concernant certains discours de réception. Alors oui, effectivement, je vous l'ai dit, les femmes sont dispensées de porter une épée, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas le droit de porter des épées. Et effectivement, Simone Veil a une épée d'académicien. C'est tout à fait juste. Alors oui, il y a des visites exceptionnelles dans le cadre des Journées du patrimoine et je crois avoir vu rapidement passer une question où vous demandiez si on pouvait visiter l'Institut de France. Alors en fait, on ne peut le visiter que lors des Journées du patrimoine. On ne peut pas le visiter dans d'autres cas. Alors, voilà, là vous soulevez une question qui est assez problématique parce que justement, alors je lis la question, qui gère les biens reçus par donation dont vous nous avez parlé et où va cet argent? En fait, il se trouve que le financement de l'Académie française est assez flou et notamment la Cour des comptes a un peu épinglé ce financement et voilà. Et donc en fait, c'est vraiment, ce n'est vraiment pas clair du tout. Voilà. Pour répondre à votre question le plus honnêtement possible. Comment se prennent les décisions sur le choix ou le retrait d'un mot? Tous les membres y travaillent ou seulement des spécialistes? Alors, normalement, tous les membres y travaillent, mais c'est vrai que, voilà, à 40, c'est pas forcément évident. Et surtout, il faut savoir qu'il n'y a pas que les académiciens qui travaillent au dictionnaire de l'Académie, et ils sont notamment aidés par des spécialistes de la langue et notamment des professeurs agrégés. Et il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, j'ai vu passer, si ça intéresse quelqu'un parmi vous, un recrutement pour le dictionnaire de l'Académie d'un professeur agrégé de lettres anciennes ou professeur agrégé de grammaire. Hein, donc, effectivement, les académiciens ne travaillent pas seuls, ils sont aidés par des spécialistes de la langue.